Bonjour, donc je vais interviewer Madame Ariane Mouchkine, qui est la directrice du Théâtre de Soleil et qui vient de recevoir le prix de Kyoto 2019 en philosophie et art. Bonjour Madame, ça me fait plaisir de vous féliciter pour le prix de Kyoto que vous venez de recevoir. Et quel a été votre sentiment quand vous avez reçu le prix? J'étais très, comment dire, très émue, évidemment, comme tous les lauréats. Mais ce qui était curieux, c'est que je l'ai déjà dit, je crois, j'étais émue aussi par tout le travail que cela représente, que cette cérémonie. La façon dont tellement de gens sont impliqués pour faire de cette cérémonie quelque chose de beau, d'inspirant et d'émouvant pour nous les trois lauréats. Écoutez, il y a quelque chose quand même au Japon d'assez constant qui est une recherche perpétuelle de l'excellence, qui peut d'ailleurs parfois être un peu rigide et tendue, hein, mais qui, il faut dire, est aussi parfois bouleversante de désir de perfection. Voilà. Moi, je ressens ça très très souvent au Japon. Je le ressens dans les petites choses comme dans les grandes choses. Je le ressens à regarder comment est fait un petit gâteau très modeste, mais qui est parfait dans son dessin. Et puis un immense temple millénaire, et qui lui aussi est une sorte d'ode à la perfection. Et maintenant sur vous-même, quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser au théâtre? Est-ce qu'il y a eu une personne... À m'y intéresser consciemment, je dirais, c'est-à-dire en comprenant que ça allait être ma vie. Je pense que je devais avoir 19 ans. J'ai eu cette chance, parce que tout le monde n'a pas cette chance de savoir tôt ce qu'on veut faire dans la vie. Et je ne me suis pas rendu compte à l'époque quelle chance j'avais d'avoir une vocation très claire et vite. Et j'avais des amis qui me disaient « Oh, mais toi, tu as eu de la chance, tu as su très vite ce que tu voulais faire. » Moi, j'ai traîné, j'ai hésité. Bon, ben, ils ont quand même trouvé. Maintenant, vous avez raconté dans votre discours hier que vous avez voyagé au Japon en bateau et dans les années 60. En 63, exactement. 63. Est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote qui vous a marqué, une histoire qui vous a marqué tout particulièrement quand vous étiez au Japon, à Tokyo plus précisément? Et donc, c'était un début difficile. En plus, je suis arrivée un 1er juin. Il a plu pendant 2 mois. En fait, pour vous dire, j'avais trouvé une petite chambre à Yokohama et j'allais toutes les semaines aux messageries maritimes pour être sûre que si je voulais revenir, il y avait une place sur le bateau. Parce que tous les matins, je me réveillais en disant « Ah non, je m'en vais, c'est trop dur, je m'en vais ». Heureusement, j'ai tenu le coup et puis petit à petit, cette solitude et cette inquiétude se sont transformées en une passion pour la culture japonaise, pour son théâtre, pour son cinéma. Je l'avais déjà. J'avais déjà un amour et une admiration pour le cinéma japonais, pour Mizoguchi en particulier. Et donc je dirais, chaque détail de l'architecture que je percevais, même sous la pluie, me rappelait des moments de ces films et des émotions. Au fond, oui, tiens, je me rends compte que peut-être ce qui m'a permis de tenir pendant ces 2 premiers mois de déluge et de solitude au Japon, au fond,
c'est probablement Mizoguchi et ses films. Ah oui. C'est probablement parce que je me disais, ben, regarde comme c'est beau, regarde, tu es dans un film de Mizoguchi, donc allez, tiens Ça vous bon. a aidé à- Voilà, ça m'a aidé à passer ce cap. Et puis un ami très cher, qui est devenu un ami très cher, Marcel Giuliari, c'est arrivé, il connaissait le Japon parfaitement. Et il m'a aidé, m'a orienté. Et là, je suis devenue un peu moins bête, un peu moins... Enfin, voilà, et j'ai commencé à adorer le Japon. Et c'est... dans votre histoire. Voilà. Maintenant, sur le Théâtre du Soleil, qui a aujourd'hui 55 ans, et je voudrais savoir ce qui a changé et ce qui n'est pas changé. Ben, ce qui a changé, c'est vraiment la couleur de mes cheveux et de la couleur de certains cheveux de mes camarades. Je me pose souvent la question, c'est-à-dire, disons que moi, et même des gens plus jeunes que moi, mais très très investis et très comment dire, très responsables au Théâtre du Soleil et du Théâtre du Soleil, se posent la question, qu'est-ce qui a progressé et qu'est-ce qui et ce qui ne doit pas changer. Donc, si vous voulez, il y a un esprit qui ne doit pas changer et qui n'a pas changé, qui est une sorte de, comment dire, de centralisme démocratique, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a vraiment, les décisions très importantes sont vraiment prises collectivement, mais pas l'achat d'un crayon. Non, il ne s'agit pas de paralyser le souffle et le dynamisme d'une entreprise, parce qu'après tout, on est aussi une entreprise, par une consultation permanente sur des détails qui n'ont pas lieu d'être, mais sur ce qui influe sur la vie de chacun, sur la vie de famille ou sur la vie professionnelle ou sur les finances de chacun. Alors ça, c'est vraiment considéré tout à fait collectivement. L'égalité de salaire, ça c'est toujours pareil. Et je répète, je crois que nous sommes artistiquement plus exigeants qu'à nos débuts. Peut-être tout simplement parce qu'à nos débuts, on voulait devenir le meilleur, le plus beau théâtre du monde, mais on n'avait pas la moindre idée comment on allait faire ça. Et c'est au fond, c'est comment dire, c'est en enlevant qu'on avance, hein, c'est en éliminant, voilà, c'est par élimination que petit à petit nous avons acquis de l'expérience, par des rencontres, comme je l'ai dit aussi hier, par des rencontres formidables avec des gens bienveillants, libres d'esprit et sages et forts, qui nous ont transmis des choses, qui nous ont, voilà, aidés, élevés, éduqués. J'espère qu'il y en a encore. J'espère que j'ai encore des rencontres à faire qui me feront grandir, qui m'éduqueront. Quel serait votre message aux jeunes qui se destinent au théâtre ou qui veulent faire du théâtre? Ben, Rilke posait la question à un jeune homme qui lui disait qu'il voulait devenir poète. Il lui disait, est-ce que cela vous est indispensable? Parce que si ça ne vous est pas indispensable, n'essayez pas d'être poète. J'aurais tendance à penser un petit peu la même chose pour le théâtre. C'est-à-dire, je pense que les jeunes qui veulent faire du théâtre, il faut qu'ils se demandent si c'est vraiment indispensable. Indispensable pour leur vie, pour leur bonheur, et donc pour le bonheur des gens qui vont les entourer. Donc ça, c'est une première chose. Si vous me permettez, je rajouterai une autre chose. Et c'est une des choses que j'ai dites aussi hier, c'est, je pense qu'il faut qu'ils sachent qu'ils doivent avoir le courage de penser par eux-mêmes et de ne céder à aucun slogan, même des slogans qu'ils entendent des milliers de gens crier, s'ils ne sont pas eux-mêmes
profondément, moralement convaincue que ce slogan est juste et bénéfique à l'humanité. Pas peut-être juste, mais porteur de massacre. Voilà. Donc, il y a quelque chose là, ne penser par soi-même, même si on s'aperçoit 1 an ou 2 ans plus tard que on s'est trompé, on n'a pas bien pensé, mais ne pas céder à l'enrégimentement de la pensée, de l'opinion, ou même d'ailleurs de la tradition. Hein. C'est-à-dire, moi qui suis je suis très amoureuse des traditions, mais on peut être amoureux sans être esclave. On peut être respectueux sans être soumis. Et je pense que quand on fait du théâtre, on a affaire à ça. On a affaire à la politique, à des tas d'influences où on vous dit signe telle pétition, crie tel slogan, fais telle manifestation, et où on se retrouve faisant des choses où on se dit mais là j'ai eu tort, je ne pensais pas vraiment. Je suis venue parce que j'ai eu peur de ce qu'on dira. Hein? Et ça, je crois qu'il faut s'habituer à ne pas le faire. Il faut avoir du courage. Oui, il faut un petit peu un petit courage, mais enfin bon, c'est pas... Quand même, on n'a pas les mitraillettes encore contre nous. Donc, un petit courage. Et aussi savoir distinguer dans la tradition ce qui est fertile, et c'est infini, et ce qui est mortifère ou paralysant. Et c'est probablement là, et en même temps, ne pas vulgariser la tradition, ne pas comment dire, ne pas l'insulter, ne pas insulter, voilà, une harmonie comme cet assemblage de bois ou cette proportion du tatami sur laquelle est fondée toute l'architecture japonaise, ou était fondée toute la... Voilà, ne pas insulter ça, comprendre le trésor qui est contenu là-dedans, sans se retrouver dans une prison virtuelle.